Présentement, nous avons près de 12 000 clients qui n'ont pas d'électricité ce matin et c'est une amélioration très significative depuis hier. Alors, on a eu une bonne journée hier. Le nombre d'équipes que nous avons sur le chantier aujourd'hui est près de 200, 196 pour être exact. 4 autres équipes vont s'ajouter par la fin de la journée et 10 autres seront sur le chantier par demain, qui nous apportera un total de 210 équipes. Alors nous avons toutes les régions qui sont frappées durement par ces pannes d'électricité qui sont couvertes avec assez de monteurs de ligne et de coupeurs d'arbres pour nous assurer que nous pouvons ramener l'ordre aussitôt que possible. Pouvez-vous toucher sur un peu les exemples que vous avez dit tantôt, quand on utilise des motoneiges, le fermier? Alors, il y a beaucoup de régions qui sont inaccessibles. Et qu'est-ce qu'il faut faire avant? Il faut déblayer le chemin, il faut couper les arbres pour seulement accéder à nos lignes pour pouvoir réapprovisionner nos clients. Et on se sert de motoneiges. On a la collaboration des municipalités, des régions pour amener des machines spéciales pour s'assurer qu'on puisse accéder à nos clients. Alors, c'est ça qui prend du temps. En général, quand on a des tempêtes de ce genre-là, on peut avoir 1 ou 2 ou 3 obstacles sur une ligne d'à peu près 5 à 6 000. Mais c'est incroyable, on a des obstacles jusqu'à 50, 60 arbres et ça peut prendre 2 à 3 jours pour rester à 10 ou 12 clients. Alors, ça demande des efforts incroyables et nous sommes prêts à le faire et à continuer. Et on s'attend que si la tempête qui s'en vient demain n'est pas trop sévère, qu'on pourra avoir la majorité de nos clients par la fin de l'année, c'est-à-dire le 31 décembre. Mais il y a des clients qu'il va falloir aller au mois de janvier simplement parce que l'accès est inaccessible. Après cette expérience ici, croyez-vous que vous allez travailler avec les villages pour couper les arbres, couper les branches cet été? Bien, c'est sûr, on travaille avec les villages et les villes continuellement. Et parfois, on a de la difficulté avec certains clients qui veulent préserver leurs arbres. Et c'est difficile d'avoir le bon ballon. Mais avec une expérience comme celle-ci, ça va nous aider à faire réaliser comment est important l'élagage des arbres et pour nos clients et aussi pour la fiabilité du réseau à long terme. Il y a du monde qui sont fâchés, il y a du monde qui sont heureux. La majorité du monde sont très compréhensifs. Même qu'on a des encouragements partout. On a suivi les médias sociaux, on a eu beaucoup de signes de gentillesse de nos clients. Ils démontrent de la résilience, de la patience, pour moi incroyable au point de vue de la situation qu'il y a des gens qui sont dedans. En tout cas, on apprécie leur collaboration et ceux qui sont impatients, on comprend leur impatience. Alors, on a haussé le nombre de personnes dans nos centres d'appel. On a envoyé des gens dans les centres de réchauffement, dans les centres de réchauffement local pour pouvoir parler aux gens locaux, face à face, leur donner un compte-rendu des faits, où est-ce qu'on en est, quand est-ce qu'on va pouvoir aller chez eux et fournir l'électricité à nouveau. Ça, vous avez vu puis entendu, qu'est-ce qui est le pire désastre ici dans cette province? C'était à Charles County, c'était en haut de Saint-Jean? Il y a plusieurs, c'est ça qui fait l'ampleur de cette tempête que je caractérise comme une des plus grosses de l'histoire, sinon la plus grosse, c'est que l'ampleur des dommages par les arbres sont éparpillés partout. Qu'on va à Charlotte, au comté de Charlotte, qu'on va à Hampton, qu'on va à Rothsay, dans le plein cœur de Rothsay, les dommages sont imposants et importants. Le coût? Le coût, il est trop tôt pour parler des coûts. Quand on vient à une denrée nécessaire comme l'électricité, on ne parle pas de coût. On prend toutes les mesures nécessaires pour arriver à réapprovisionner tous nos clients. Pour les gens qui n'ont pas d'électricité, pas de téléphone, choses comme ça, s'ils écoutent la radio, où est-ce qu'ils peuvent aller pour prendre des informations au centre de chauffage? Au centre de réchauffement, au centre de chauffage,
Aussi, à travers évidemment les équipes locaux, on a des centres de commande dans les régions. Et puis, il y a beaucoup de voisins. La gentillesse des Néo-Brunswickois, Néo-Brunswickoises est très, très encourageante. Dans une situation de crise, par exemple, il y a plusieurs gens qui offrent leur maison. Alors, il y a des gens qui vont offrir les gens, viens charger ton téléphone ici. Les gens s'entraident énormément. Dans les régions rurales, ils sont plus habitués. Ils ont des fournaises à bois, généralement, des poêles à bois. Alors, il y a beaucoup de gens, on voit des enseignes où ce qu'ils offrent, nous avons de la chaleur, venez nous voir. Alors, c'est très touchant de voir la réaction des Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises. En général, ils sont relativement positifs et c'est encourageant pour nos équipes qui travaillent d'arrache-pied pour ramener l'électricité à tout le monde aussitôt que possible. Tu parlais du média social. As-tu vu la photo qui était sur Twitter? Les branches, c'était tout timé, là? J'ai vu plusieurs photos. Ça t'est pris? Ça l'est-tu? J'ai pas la photo précise, mais je peux vous référer à Brent ici qui pourrait vous trouver cette photo parce que Brent a travaillé jour et nuit avec son équipe pour s'assurer qu'on réponde à toutes les questions et tous les commentaires en général de nos clients. Une moindre différence de 1998 puis à cette heure, hein, avec le social media. Absolument. Les médias sociaux sont là pour rester et les gens, des fois, ont des doutes, mais moi, d'après ce que j'ai pu voir, ça nous a aidé à réagir. C'est de l'information rapide et notre équipe a travaillé exceptionnellement dans le groupe de communication pour rencontrer les normes de la nouvelle société, la société médiatique avec les médias sociaux. Pour moi, ça a été une expérience que on apprécie et ça nous a aidé à ajuster nos plans en conséquence. Dernière question. Qu'est-ce que l'histoire la plus triste que vous avez entendue? Ben, les histoires les plus tristes, c'est sûr que s'il y a des gens, puis on est conscient qu'il y a des pipelines qui vont être gelées et des situations comme ça. Il y a des gens qui, puis on dit aux gens de ne pas mettre de sources de chaleur qui ne sont pas réglementées. Par exemple, un barbecue, ça ne va pas dans les maisons. Alors, ce sont des histoires tristes quand les gens ont des situations où ils ont des fumées dans les maisons ou peuvent occasionner des feux ou des pipelines. Alors, on demande aux gens de s'assurer qu'ils prennent les bonnes normes. Et si vous êtes concerné avec l'eau, la meilleure manière, c'est faire le drainage et non essayer de chauffer avec des sources extérieures à l'intérieur d'une maison. I have one final question concerning the website numbers.